voici le jouet d'aujourd'hui. Voilà, ça se passe de commentaires, mais on va quand même tout commenter, tout faire le tour de la voiture et c'est son propriétaire qui va nous expliquer tout ça. Je lui laisse la parole pour qu'il se présente et ensuite on fait le tour. Bonjour à tous, donc Victor, Europroprio de la GTR. Je mets les lunettes parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. J'ai commencé il y a une dizaine d'années l'auto avec une Opel Astra GTC. Je suis passé chez Audi sur plusieurs modèles de la gamme S et RS, notamment le châssis de la TT. Qui est plutôt super chouette. J'ai basculé sur la R8 et malheureusement cassé la boîte de vitesse, donc j'en suis sorti. Je suis passé sur la Force Obscure chez Porsche à un moment donné et je suis revenu à mes premiers amours. En 2009, j'avais acheté une GTR. Donc celle-ci est une 2015, donc 550 chevaux d'origine. Et indéniablement, pour ce budget, j'arrive pas à acheter autre chose. Voilà, donc on va présenter l'auto ensemble maintenant. Yes, on fait le tour. Tu m'expliques voilà, la déco, ce que tu veux en faisant le tour. Alors j'ai acheté cette voiture à un ami à moi, elle avait à peu près 20 000 km entièrement d'origine. C'est nous qui avons installé l'ensemble des pièces que vous allez voir. Je pense que vous avez déjà remarqué les 4 roues, c'est la principale modification, tout du moins en termes de performance et de coût. Ce sont donc 4 roues forgées, 3 parties HRE. Pour la petite histoire, la taille des pneus avant est devenue l'ancienne taille des pneus arrière, donc on est en 285 devant en Cup évidemment et en 345 derrière. Ouais, c'est énorme, c'est juste énorme. La jante est monstrueuse, le disque l'est tout autant d'ailleurs. C'est des jantes qui viennent directement des US, malgré le drapeau suisse, donc fabriqué là-bas. On économise à peu près 2,3 kg sur les roues arrière et 1,8 kg sur les roues avant. Donc c'est des masses non suspendues, un gros gain évidemment là-dessus. Ça a une notion de performance. Associé à ça et plutôt pour l'esthétisme, vous avez les bas de caisse en carbone. Donc il n'y a aucun covering sur la voiture si ce n'est la déco dont on parlera tout à l'heure. Toutes les pièces carbone sont véritables. C'est un fournisseur anglais qui m'amène les pièces. Ouais. Donc il y a les bas de caisse complets en carbone et qui reviennent sur la partie intérieure. Je ne sais pas si on va regarder. Voilà, donc il y a le retour ici sur l'intérieur. Ouais, c'est assez magnifique. Ouais. En une seule pièce, en un seul bloc. En une seule pièce, exactement. C'est pré-découpé, il n'y a que les perçages à faire. C'est une petite heure à se monter. D'ajustement, quoi. Ouais, exactement. Lié à ceci, de nouveau en carbone, l'aileron arrière. L'aileron qui est juste abusément grand, mais qui est magnifique. Tout le monde se moque de moi, on appelle ça le snowboard. Ouais, effectivement. Mais putain, il est immense. Mais ouais, il est assez énorme si je mets ma main à comparer. Voilà, mais il va tellement bien. C'est ça. Ah non, il est vraiment grand. Ouais. Mais ceci dit, la pièce est magnifique. Le carbone est super beau. Ouais, c'est entièrement en carbone. C'est un aileron Esprit. La marque, c'est américain. Donc même fournisseur que le reste, c'est ça? Exactement. Ça vient des UK. Donc il y a à la fois les montants qui sont en carbone et l'aileron. Avec un petit clin d'œil sur la déco qui est en train d'être filmée, on y reviendra tout à l'heure. Et j'ai un copain en Porsche qui a une déco Red Bull, donc qui donne des ailes. Et si vous avez eu le temps de lire ce qui est marqué, on y reviendra tout à l'heure. Mais toi, t'as pas besoin d'ailes. Vous allez rigoler. Hop, tac. Le diffuseur arrière complètement d'origine. Sur les modèles 2013, 2014, 2015, vous avez le diffuseur en carbone. Ouais. C'est le fond plat carbone. Petite histoire, quand j'ai acheté l'auto, elle était garantie par Nissan, il y avait un défaut dessus. Juste pour que vous ayez une notion de coût des pièces Nissan en carbone, le diffuseur fond plat vaut 14 000 € chez Nissan. Donc ils l'ont pris en garantie. 14 000 € le fond plat. Ouais. Ok. Voilà. Ah ouais, effectivement, ouais. C'est bien quand il passe en garantie. Ouais, je l'aurais pas changé. J'en avais pas les moyens en tout cas. Mais ça vaut une fortune. Les sorties bleues, il y a sur l'auto la ligne complète HKS, donc les downpipe, le midpipe, Y-pipe et le catback avec les sorties titane. Donc la voiture est entièrement décatalysée. Donc on n'a pas augmenté le boost de la voiture. Il n'y a pas de pression de suralim supplémentaire. Du coup, elle chante juste comme il faut, quoi. Elle chante très bien et les performances sont classiquement entre 600 et 620 chevaux. Voilà. Ça pose les bases.
85 mètres kilos de couple, parce qu'au-delà de ça, on commence à fragiliser les internes sur la boîte et l'embrayage. Ouais, après il faut tout fiabiliser, c'est une autre paire de manches, en termes de coût c'est autre chose, après c'est vraiment dans un délire qui est complètement différent. Oui, c'est totalement différent, et l'utilisation que j'en ai, on fait quand même quasiment 20 000 km par an. C'est ton délit en fait. Exact. Non, il y a la voiture du job, il y a la belle 308 pour aller bosser, mais c'est une voiture dont j'hésite pas à utiliser, c'est pas juste la voiture des week-ends. Ouais, parce que 20 000 bornes par an, ça fait. Il y en a qui font même pas ça avec leur voiture de tous les jours, donc enfin beaucoup d'ailleurs, mais ne font pas ça avec leur voiture de tous les jours. Ouais, c'est une caisse avec. Je roule beaucoup avec, j'y prends énormément de plaisir. Et je trouverais ça trop dommage de la laisser sous bâche et de ne faire que la regarder. Donc le but de l'achat, c'est de l'utiliser. Je sais qu'il y a certains Porschistes ou Ferraristes qui spéculent sur les autos quand elles restent sous bâche. C'est pas du tout la mentalité qu'on a nous. On est une petite bande, le but c'est de les utiliser, c'est comme ça qu'on se fait plaisir. Et donc sur l'avant, la lame inférieure est en carbone aussi, toujours le même fournisseur. Et donc décoré du liseré, alors ça peut paraître vert selon les angles, c'est en fait bleu turquoise, c'est un turquoise chrome qui a été fait, vous l'avez vu au milieu, par All Cover. Donc nous sommes sur la région bordelaise, moi j'habite aux alentours de Bordeaux. Toute la déco a été faite pour l'été, pour délirer par Julien de chez All Cover. Ouais. Beau travail, soit dit en passant. Ouais, alors ça plaît ou ça plaît pas, c'est plutôt petit tout double. On voulait changer du classicisme de nos décos mat et grises et classiques en France. Ouais. Daily Driven Exotic, c'est DDE, on n'y bosse pas. Alors voilà, c'est le petit truc, parce qu'effectivement quand on la voit arriver, on lit DDE naturellement, sauf que c'est absolument pas français. C'est une marque américaine, tu me disais. Exactement, ce sont deux Canadiens aux US qui ont une chaîne YouTube aussi, Daily Driven Exotic. Avec des bagnoles de foufou, plutôt des Lambeaux. On a voulu leur faire un clin d'œil sur deux de nos autos, voilà, donc toute la déco est à leur image. Mais n'en demeure pas moins qu'on fait un petit clin d'œil aux gens de la DDE qui travaillent, hein. Mais voilà, c'est juste pas la même référence. C'est autre chose. Exactement, il y a eu donc toute la bande latérale avec le rappel, sur l'aileron le gros logo Daily Driven Exotic. Le logo arrière GTR qui a été placé au centre, puisqu'à l'origine il est sur le côté de l'automobile. Il est excentré, exactement. Normalement il est ici. Et là, il a été donc placé au centre avec le R fait en covering chrome. Exact. On va ouvrir le coffre pour vous montrer l'énorme avantage de ce véhicule, c'est ça. Et ouais, alors je sais pas si ça rendra la caméra, mais en fait on peut se perdre dans le coffre. En fait, c'est un truc, c'est que sur une voiture de ce type-là, enfin clairement voiture ultra sportive et à vocation méchante et sportive et circuit, on peut aller faire ses courses tranquille, y mettre 12 packs d'eau si on a envie ou partir en voyage avec madame sans aucun problème. Et y mettre les gosses en plus derrière. Enfin pas dans le coffre, hein, mais sur les plages, on peut s'y amuser. J'y rentre en tout cas, je rentre dans le coffre. Mais voilà, on peut rentrer dans le coffre sans aucun problème. C'est juste incroyable effectivement pour une voiture de ce type-là. Et c'est vraiment à noter. Je reviens comme ça voilà, sur le petit clin d'œil. Le clin d'œil motard, parce qu'on fait aussi de la moto. Voilà. Donc vous êtes des gens bien, c'est bien. Ouais, on est des gens bien. On est des gens qui aiment les grosses testicules sur les ailerons en carbone. C'est beau. Donc voilà. Moi je dis c'est beau. Ouais, on n'a qu'une vie, il faut s'amuser. Exactement. Mais c'est bien justement d'avoir ce genre de voiture et de ne pas se prendre trop au sérieux et de l'utiliser au quotidien, etc. Ça change pas mal. L'intérieur. Allez, on switch. Les sièges sont vraiment sympas aussi, hein, en baquet, mais pas baquet exclusif. C'est vraiment chouette. Ce n'est pas une, je ne sais pas si je suis assez près, ce n'est pas une Gentleman Edition. Ceux qui sont aficionados des GTR reconnaîtront qu'une Gentleman Edition a les bords de siège rouges et le volant rouge si ma mémoire est bonne. Celle-ci a les options du premium, c'est-à-dire que le propriétaire à l'achat avait demandé à ce que l'intérieur soit complètement noir et non pas rouge. Donc comme modification à l'intérieur, entièrement d'origine, si ce n'est le volant qui a été changé de nouveau en carbone. Le carbone sur la console centrale, c'est le carbone d'origine Nissan sur les 2013, 14, 15. Il n'y a que le volant qui a changé. T'es en Bose en sono? Exactement, il y a les Bose, les deux grosses basses derrière, c'est strictement d'origine. La seule modif intérieure, c'est ce fameux volant en carbone. Qui est très très beau en Alcantara carbone, là l'association elle est
Elle est juste ouf, franchement. Elle est vraiment très très belle. Avec le gros logo GTR aussi au plein milieu. Franchement, il est vraiment chouette. La config, elle est vraiment bien. Ce cuir là, cuir sobre sur piqué blanc. C'est vraiment ultra propre. On va regarder effectivement ce qui fait, pas tout l'intérêt, mais une grosse partie de l'intérêt de la voiture, quand même. Le fameux V6. Le monstrueux bloc. Exactement, entièrement d'origine. Donc comme on l'a dit, il n'y a ni filtre à air, ni admission, ni suction pipe. C'est vraiment le bloc strictement d'origine avec, vous pouvez le voir ici, la petite plaque qui rappelle le nom de celui qui a monté, du technicien japonais qui a monté le moteur. Donc Nobumitsu Gozu, a priori. Exactement, je lui rends fière chandelle. Pour la petite histoire, seules les 100 premières produites de chaque série ont la plaque. On a le privilège d'avoir cette plaque-là signée. Donc elle fait partie des 100 premières des modèles 2015. Voilà. Ce qui ne gâche rien quand on a effectivement celle-là en question. Exactement. C'est gage effectivement d'une certaine exclusivité. Déjà en plus d'avoir une voiture déjà assez exclusive en soi, mais d'avoir cette plaque supplémentaire, c'est une signature très intéressante. Alors pour ceux qui sont fans des tutos bricots, comment changer un filtre sur une GTR, c'est super simple. Je sais qu'il y a des motards par là, alors il est peut-être sale, vous allez me gronder, c'est pas plus compliqué que ça, et voilà, on sort directement le filtre. Ah oui, c'est vraiment très ici c'est un filtre de mémoire, c'est pas HKS, c'est une très bonne question. Et voilà, c'est ultra simple, comment changer les deux filtres d'une GTR. Ah ouais, effectivement, c'est un peu plus basique. Exactement, voilà. Bon, merci pour ce tour extérieur et intérieur aussi. Et puis on va gentiment prendre la route. J'ai mon vieux short dégueulasse. Le petit bouton magique, c'est pas grave, on voit pas, regarde, censure, allez, on cache le censure manuelle. Juste l'index. Oh là. C'est top. On vient de changer de vue d'écran. C'est franchement bien, l'intérieur il est chouette. Ouais, c'est vraiment génial, il n'y a pas de vibration. Ça c'est super chouette. Le seul défaut qu'il peut y avoir, c'est cette console centrale. Ouais. J'en veux à Nissan, elle est ultra fragile. Je pense qu'on l'a changée à peu près 3 fois. Ah merde. Elle se micro-raye en fait dès lors qu'on pose quoi que ce soit dessus. Ouais. Et il faudrait idéalement la protéger avec un XPEL ou un film translucide. Voilà, ou faire du plastique pas de merde. Ouais, exactement. Et c'est ultra fragile. D'accord. C'est un peu contrariant quand on est minutieux et pointilleux. Ouais. Voilà. Sinon, tout est plutôt parfait. Le cuir vieillit bien malgré le soleil. Ouais. Malgré la graisse aussi. Ouais, c'est plutôt très chouette. Évidemment, sur les écrans au milieu, ce sont les développeurs de Polyphony qui ont développé les écrans, donc on peut switcher sur les infos ici, aller chercher par exemple la pression des pneus qui, vu qu'on n'a pas roulé pour l'instant, ne s'affiche pas, évidemment. C'est normal, ouais. Et ici les multiples écrans, donc c'est tactile. On peut switcher parmi les 4 écrans et chacun des écrans est configurable, c'est-à-dire que bon, là on a par exemple l'accélération en G. Ouais. Si je clique dessus, je vais là inscrire les infos que je veux. Voilà. J'ai la liste des infos, je peux mettre la suralim par exemple, donc qui va de -1 à 1 bar 5 et je peux vraiment configurer par exemple. Comme tu veux chaque écran indépendamment. Ouais, ça, c'est top. Exactement, j'ai l'habitude d'utiliser celui-ci, qui est simplement général, en fait, pour les tempés, exactement. Ouais, ça, tempé d'eau, tempé d'huile moteur, tempé d'huile de transmission. Celle-ci est à surveiller évidemment puisqu'on ne doit surtout pas dépasser 125 en tempé de transmission. Ouais. Le moteur monte régulièrement à 90 sans souci et l'eau pareil. Ici vous avez la suralim. Donc on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de cartographie sur la voiture, donc la suralim max elle est aux alentours des 1 bar 2, 1 bar 3. Le pourcentage d'appui sur la pédale d'accélération qui est là, et ici donc les kilomètres/heure, je ne sais pas si vous voyez bien, qui permettent de quand même contrôler un tantinet la vitesse. Voilà. Donc c'est ultra complet. Ouais, c'est vraiment complet. Et là vous avez les 3 différentes gestions. Ici c'est la boîte de vitesse, donc soit en mode race, soit en mode save. D'accord. Voilà.
Et entre deux, c'est la rapidité de passage et l'économie ou pas des différents pignons de boîte de vitesse. Et là, la position finalement intermédiaire, parce que là c'était rouge, là c'était bleu, et là c'est quoi? C'est du neutre. normal, C'est du neutre, c'est du quotidien. Okay. Dans les bouchons, des fois ça m'arrive de la mettre en save. Ouais. C'est plutôt rare, elle le passe assez doucement en normal. Ici c'est la partie châssis, donc suspension race ou suspension confort, je refais pas le petit cistus. Pareil, ouais. Et l'ESP, donc soit en mode ESP classique ici, ESP race en haut ou ESP off ici. Carrément off. Mais, exactement. Et donc en race il le met pas en off pour autant? Non, en race il continue de corriger. Une correction mais minime, mais... Ouais, on peut dériver, ça nous arrive de dériver, par contre on passe pas l'arrière devant. Il n'y aura jamais de tête à queue avec le race, sauf à aller le chercher. Parce que toi, tu as expliqué que de toute façon, tu roules sur circuit aussi avec. Ouais. Donc tu fais plusieurs sessions par an. Ouais, 3-4 sessions par an. Ouais. Mais ce sera intéressant justement de parler de consommables, etc. par Exactement. rapport à ça. Je n'ai jamais, en fait, tu ne peux pas. Enfin, tu ne peux pas. Certains le font, moi j'ai jamais fait. Si tu le mets sur off, ça s'enregistre, tout s'enregistre évidemment. Hein. Ouais. Nissan le voit, si tu le mets sur off, ça s'enregistre. À partir du moment où tu as mis sur off, tu es exclu des garanties sur les boîtes de vitesse. Voilà. Ils ne te prennent plus en charge sur la boîte de vitesse, ils considèrent que tu as enlevé toute assistance. Toute assistance, donc sécurité, exactement. Donc, voilà, que tu as contraint le moteur à faire des trucs exactement. Pas catholiques. Et d'accord, ok. Et c'est bon, ça va. La petite histoire, c'est que si tu le mets pas sur off, tu peux pas faire de launch control. Voilà. Donc en fait, tu ne peux pas faire de launch control sans qu'il l'enregistre. Ouais. Et donc si tu fais un launch control et que tu as un problème sur ta boîte de vitesse, t'es grillé, tout du moins sur les 2009, 2010, 2011, il le jouait, c'est launch control off sur les... D'accord. Donc j'ai jamais fait de launch, je l'ai jamais mis sur ESP off. Ouais. Voilà, c'est l'histoire de les garder propres et tout ça c'est enregistré, c'est un peu comme les Piwi chez Porsche. Quand il y a des plages 1, plage 2, plage 3, plage 4, plage 5, plage 6, ici c'est enregistré de la même manière, les propriétaires ou les acheteurs Nissan demandent un état des lieux. Bien sûr, et Nissan le ressort. Donc c'est écrit noir sur blanc, on ne peut pas tricher. On sait ce que le mec a fait avec sa GTR, mais à la limite, bon, d'un côté c'est positif. Tant mieux. De l'autre côté, on se dit que le mec qui fait 2-3 launch control, ça va pas non plus cramer et tout. Bon, après, le mec qui abuse et qui en fait tous les jours, voilà. Exactement. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça soit aussi, c'est très fliqué, aussi restrictif. C'est ça. Parce que, très restrictif. Après, c'est pour l'économie et la bonne santé de l'auto. On connaît les tempêtes d'huile moteur, on connaît les tempêtes d'huile de boîte, on connaît les plages, combien de temps c'est resté. Enfin, tout est enregistré. Donc il y a vraiment prudence là-dessus. Quand on veut garder une auto propre ou acheter une auto propre, on peut le savoir. Clairement, on peut le savoir. Yes. On est parti? Yes, allez. Là j'ai les palettes, j'ai le choix, soit par défaut évidemment comme toute voiture auto, elle se met en conduite toute seule, soit je récupère le pilotage au niveau des palettes. Et tu le fais au niveau des palettes, toi tu fais pas, il n'y a pas une position à avoir au niveau du levier? Tu peux le basculer là, soit de A, soit vers M, voilà, pour revenir en mode automatique, sinon tu récupères aux palettes. Aux palettes en direct. Exactement. C'est bien ça. Ouais, en switcher en direct. Je crois, je veux pas dire de conneries, vous me corrigerez peut-être, sur les Audi, les palettes tournent avec le volant. Et c'est pas le cas ici. Alors, il y a toujours les pour et les contre. Moi je préfère qu'elles tombent pas. Mais c'est vrai que sur circuit ou quand on commence à mettre de l'angle là, j'ai plus ma palette. Voilà. Ça peut être un peu chiant. Il y a toujours des pour et des contre. On a les vitres fermées donc je laisse la clim. Yes. On perd donc 5 chevaux à cause de la climatisation. Putain, vous le sentez sur la vidéo. On va se traîner putain. Ouais, on va se traîner. Et tiens, tu parles en rigolant là de perte de puissance, mais ce qui est ceci dit un petit peu vrai malgré tout. Mais en termes de consommation, ce type de voiture au quotidien, elle consommait environ, alors j'ai fait précisément 20 996 km depuis mai dernier. Donc j'ai quand même pas mal roulé, 3 sorties circuit, de l'autoroute, un peu de tout, on est allé en Allemagne avec. Donc là 20 000 km en quoi? En un an. Ah, en un an. En un an pile, en un an pile, pardon, je parlais de mai 2018. Tout ça pour dire que la conso, elle est vraiment mixée entre de la route, des bouchons comme aujourd'hui, du circuit, voilà. Il y a de tout. D'origine, quand il n'y a pas la cartographie, on est aux alentours des 13-14 litres. Bon, évidemment, sur circuit, ça s'envole, mais ça, on n'en parle pas, classiquement. Là, avec la carto, l'élevage donc de restrictions sur les décata complètes, on atteint rapidement 17-18 litres. Le réservoir est pas si gros, on y met je sais pas 90-100 balles, donc ça doit faire 60 litres, un truc comme ça. 60 litres un peu agacé, on fait 250 km. Donc clairement ça consomme
de l'essence, beaucoup plus qu'une 911 ou tout du moins une Carrera. Ouais. L'explication elle est simple et c'est l'explication de beaucoup de choses dont on va parler derrière, c'est que la bagnole elle fait 1 tonne 8 Ouais, ça c'est que ça reste et qu'en fait c'est une bagnole ultra lourde. Ouais. Donc hépatite son poids pour les freins, pour les pneus et donc pour le fuel. Donc en faisant gaffe, ça va. Ouais. On peut aller la chercher, mais il n'y a même pas de conso. Instantané ou truc. Ouais, c'est même pas affiché en fait. Voilà, je sais pas si vous allez le voir, c'est vraiment à la con. Il y a pas de chiffres, c'est 2 pauvres barrettes. Donc à droite la conso instant. Voilà, là on est à 57, je suis en 4ème, ça fluctue comme ça. Ouais. Et à gauche la conso moyenne, vous voyez depuis que je l'ai. Donc on est aux alentours des 15 litres, en sachant qu'elle est, elle est un peu optimiste. Voilà. Mais bon, tu as quand même l'information potentiellement, bon c'est un peu vague, c'est pas très précis, mais bon après c'est pas vraiment le type d'information qu'on a véritablement besoin sur ça. Il faut pas, faut pas se faire peur. On n'est pas là pour rouler et consommer 4 litres au 100 de toute façon, mais ouais c'est vrai qu'après sinon on se fait peur quoi. Ouais non clairement on se fait peur et consomme énormément. On le sait quand on l'achète. Je pense qu'idéalement il faut peut-être le passer au bio. Ouais. Maintenant il y a quand même pas mal de gars qui ont développé des systèmes à l'E85. Ouais, le seul souci c'est que sur une GTR, comme beaucoup de moteurs turbo, il faut changer la pompe à essence et les ingés. Ouais. Donc c'est pas qu'une simple cartographie à faire, il y a quand même des coûts supplémentaires. Ouais. C'est à faire je pense dès le début, dès l'achat. Je ne l'ai pas fait, je le regrette un peu. Bon, je pense pas la garder ad vitam aeternam. Je me lance pas dans les travaux, mais ça doit être confortable. Ouais. Ça doit être confortable. Après je suis assez cloué là, tu vois, on n'a pas roulé beaucoup là, mais on est très bien, très confortablement assis. Mais moi que je suis un peu large là, je suis certes bien enveloppé en tant que je suis bien serré, mais comme les sièges sont vraiment agréables, c'est vrai que c'est. Ouais, on est super bien. On est bien assis, c'est confortable. Et la place, je suis assez cloué moi par la place générale qu'on a dans la voiture. Ouais, on a les jambes, quand on recule le siège, il y a vraiment de la place. Toi t'es grand. Ouais, je suis 1m88, j'ai les jambes tendues. Et bon, certes, je touche là-bas au fond, mais j'ai les jambes tendues quoi. Et puis là, on a largement de la place d'avoir un sac à dos, machin, en plus de devant. Bah toi, t'es confortablement assis aussi. Là, il y a de nouveau mon short dégueulasse, mais ouais, j'aime bien ce short. C'est pas grave, on floutera. Après, ben voilà, t'es pas coincé par le volant, par les côtés, le tableau de bord, etc. Enfin, la console centrale. Et derrière, il y a quand même encore un peu de place. Ouais, on est prêt à fabriquer des enfants derrière, il y a vraiment de la place. Ça, c'est chouette. Bon, faut juste qu'ils aient pas de jambes. Ouais, faut des troncs. Voilà, faut des enfants troncs. Faut des enfants troncs. Et ça passe. Mais encore une fois, t'es pas petit non plus. Non, il y a quand même de la place quoi. Ça dépanne, ça c'est vraiment chouette. Ouais. C'est chouette. Alors je pense sur un long trajet, c'est même pas la peine d'y penser, mais ça dépanne. Et jusqu'à 7-8 ans sur un siège auto, c'est vraiment chouette, on rentre largement. Là, bon, on était dans les bouchons, donc on a coupé, ça servait un petit peu à rien, mais on a fait juste une accélération. Et en fait, les sensations avec ce type de voiture-là, pour les motards qui regardent ma chaîne, etc., vous allez de suite comprendre. Quand on roule tranquille et qu'on a envie de doubler et qu'on s'en rend pas compte, on regarde pas le compteur, on tourne la poignée, on baisse éventuellement un rapport et on accélère. Et on est vite, trop vite, par rapport au code de la route, etc. Mais avec ce type de voiture-là, on est exactement dans les mêmes problématiques qu'à moto. En fait, c'est un truc de fou. Tout à l'heure, on a accéléré juste un petit peu, mais on était beaucoup trop vite par rapport à une voiture classique qui aurait fait la même chose. En fait, on a les mêmes contraintes. En gros, on a les mêmes problématiques. C'est surprenant et c'est impressionnant. Et ça peut être problématique. Ouais, c'est vite très chiant. Ouais. Faut s'abonner au stage de récupération de points. Ouais. À comparer pour ceux qui font de la bécane, et on en fait aussi nous tous les deux. Ça accélère aussi fort qu'un 600. Ouais. Pour avoir joué plusieurs fois sur le circuit ou autre, ça va aussi vite qu'un GX, qu'un R6. D'accord. Ça va moins vite qu'un 1000. Ouais. Il manque des chevaux clairement pour faire concurrence à un 1000. Jusqu'à en gros 200. Ouais, jusqu'à 230, 240, et si on s'amuse à reprendre en 4 à 200. Là pour le coup on arrive à tenir le 1000 et après passer 280, la voiture elle continue d'accélérer puisqu'on prend 300, la GTR on a pris 328. Là où la moto commence à avoir un peu plus de mal, sauf certaines prépas évidemment, je parle des motos entre guillemets d'origine. Stock, voilà. Plus ou moins. Donc ouais, là on commence à faire du mal aux motos, mais il faut aller vite, faut aller très très vite. Les 1000 vont quand même
sérieusement plus vite. Il n'y a pas de jeu, quoi. Il n'y a vraiment pas de jeu. Ouais. Mais bon, quand on capte que vous arrivez à tenir tête à des 600 en bagnole, c'est quand même voilà, ça parle en fait. Ouais. Au tard, en tout cas, ça va parler, c'est sûr. C'est ça. Si vous prenez le R6, que vous excitez un peu sur un départ arrêté ou un départ lancé en 1 à 40, et vous mettez tout ce que vous avez, c'est exactement ce qu'on a là dans la GTR quand on fait les couillons. Voilà, il se passe exactement la même chose. Mais avec une tonne 8 et une bouteille d'eau à nos pieds, tranquillou, parce qu'on va avoir soif dans quelques instants. C'est ça. Je prends à droite là. Ouais, vas-y. Ouais, blanc, ouais. Okay. On se bagarre avec les bouchons, désolé, mais. Ouais. Je la veux. Je la veux. Là, on est en 2, parce qu'en 2, on peut aller de 50 à 110. Ouais. Et que c'est limité à 70, donc évidemment, vu qu'on a le même permis que vous, on fait gaffe. Dans le respect des règles du code de la route, bien sûr. Et ouais, putain, c'est impressionnant. 328, t'as pris avec? Ouais, 328 sur la ligne droite à Manicourt. À Manicourt, ouais. Et t'as dû en choquer quelques-uns là quand même, non? Ouais, enfin choquer, non, parce qu'ils savent que c'est. Ouais, il y a beaucoup d'autos qui vont vite. Ouais. En fait, c'est une auto qui va vite pour, entre gros guillemets, je crois, ouais. entre gros guillemets, pas très cher. On connaît le rapport efficacité et prix, et on se tait parce qu'on accélère. Et ouais, du coup, on connaît le rapport prix-efficacité de cette caisse. Ouais, c'est ça, ouais. Alors maintenant, on fait une petite aparté géopolitique, mais ils ont eu l'intelligence de nous planter le super malus écologique là, sur les cartes grises. Exact. Ouais. Donc ça, c'est devenu très chiant. On va pas rentrer dans le détail là-dessus, c'est pas l'objet, mais à l'achat, c'est une auto qui va aussi vite que certaines grosses bagnoles. Ouais. Notamment plus vite qu'une 458, plus vite qu'une 488. En ligne droite, je parle. Hein. Quand ça tourne, c'est une autre paire de manches puisque le châssis d'une GTR, bon. Ouais. Puis bon, la voiture est lourde. Voilà, on va quand même pas le comparer à certains scalpels. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est toujours un peu bluffant, c'est que cette caisse qui s'attrape maintenant sur les premiers prix d'occasion à moins de 50 000 euros va vraiment vite. Donc. Mais moi, c'est ce que j'aime dans cette voiture depuis le départ, c'est que c'est une voiture exclusive, mais abordable entre guillemets quand on fait le rapport, voilà, prix performance qualité, enfin voilà, et confort. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans une voiture là, on peut rouler tous les jours, on peut faire des bornes, on peut avoir un peu de bagages ou enfin beaucoup de bagages, j'avais vu le coffre et éventuellement un gosse derrière, etc. ou le chien qui va bien, mais et on n'a pas ça dans une autre bagnole. Enfin, dans une autre bagnole qui prétend avoir le même type de performance, du moins. Ouais. C'est juste dingue. Non, c'est très très chouette. Si j'avais 50 000 balles à mettre dans une bagnole, j'achèterais une GTR, clairement. C'est vraiment une super caisse. C'est vraiment très chouette. Bon, du coup, là, de ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu es à ta deuxième GTR. Ouais. Est-ce que tu envisages de rester là-dessus, de prendre éventuellement une prochaine génération, ou est-ce que tu as des projets pour une future voiture? J'adorerais. J'ai toujours rêvé une Nismo, donc je suis quasi prêt à franchir le cap vers une Nismo. Le seul problème, c'est cette fameuse carte grise dont on parlait tout à l'heure. Ouais, qui va coûter 15 000 ou... Ouais, 10 000 euros. 10 000 euros, même sur d'occasion, sur les GTR maintenant récentes, c'est quasi 10 000 euros. Truc de fou. Beaucoup trop cher, et j'ai pas du tout envie de donner au trésor 10 000 balles. Ouais. Donc la caisse dont je rêve, c'est une McLaren 570S. Yes. C'est un tout autre budget, quasi x2, donc ce sera pas de suite. Je pense que je vais rebasculer chez Porsche avec une 91 GT3. Pour la simple et bonne raison que ça marche très fort, que la PDK est géniale et que la carte grise coûte beaucoup moins cher, puisqu'il n'y a pas de soufflette. Voilà. Et tu auras l'occasion, en parlant de Porsche, peut-être qu'on se revoit prochainement avec la Porsche de Fred qu'on a citée sur l'aileron, avec une chouette déco elle aussi, qui est une 97 GT2 avec de grosses soufflettes et qui va, si ce n'est mieux, aussi bien que la GTR. C'est vrai, carrément, d'accord. Bah, avec grand plaisir, écoute, hein, moi c'est évidemment c'est avec grand plaisir. Et en attendant ce bon moment à nouveau, vraiment un grand merci. Et, merci à toi.
va s'arrêter un petit peu pour faire un shooting photo. Ouais, on va se prendre 2-3 photos. Histoire quand même que je te rende d'une certaine façon l'appareil aussi. Avec plaisir. Et que tu puisses avoir de jolies photos de ta voiture. Et puis voilà. Bah, c'était super chouette. J'espère que ça aura plu aux gens qui te suivent. Et puis, puis on tâchera de répondre aux questions si certains Carrément. non, avec plaisir. Carrément. Allez, on switch, on bascule pour les photos et on vous dit pas de suite. Ciao. Bon, ben on vient de terminer le shooting photo, franchement c'était top. Un grand merci à toi Victor. Avec plaisir. Avec C'était plaisir. vraiment top. Et Ouais, une machine, t'as juste une voiture exceptionnelle. C'est dingue. Et tiens, je te disais qu'on pouvait rentrer dans le coffre. Ah, exact. Donc, regarde, je vais rentrer dans le coffre. Plutôt facile. Un pied, l'autre pied. Tac. Putain mais c'est grave en plus tu Et tiens. voilà, je suis super bien. Du coup, je te file les clés. Vas-y. Ça m'a fait plaisir de te voir. Bah écoute moi aussi, Et puis, franchement. du coup, à la prochaine. Bah, merci beaucoup pour tout. Ciao. Putain, il faut que je me casse. Les gars, j'ai une GTR, je vais pas me priver. C'est parti.